Est-ce que tout d'abord tu peux nous remettre un petit peu en situation et nous dire en quoi consiste l'ostéopathie, particulièrement pour les sportifs de haut niveau? Bah, moi, ma démarche, elle est plus sur la recherche de l'origine de la douleur, plus que de traiter la zone qui peut être traitée par aussi un kiné. Quand on se fait mal au mollet, par exemple, ça peut être un travail sur le mollet, mais aussi sur le dos, sur la hanche et d'autres anciennes entorses ou d'autres problèmes qui sont plus vieux, plus anciens. Donc c'est vraiment en fait un travail de recherche sur tout le corps. Comme je dis des fois, c'est un détective ostéopathe, quoi. Il faut vraiment trouver l'origine pour pouvoir travailler le vrai problème et non juste ce que nous montre le sportif, quoi. Est-ce que tu peux nous dire avec quel sportif tu as travaillé, quel sportif tu as remis sur pied? J'ai travaillé pas mal avec Steven Nzonzi là, on a fait ça depuis quelques années là. Donc ça on a bien bossé. J'avais remis Razak Boukari à l'époque aussi, qui avait fait 4 ans sans jouer. Donc là c'est un gros travail par exemple sur toutes ces anciennes blessures pour les remettre. Mais alors justement ces personnes-là par exemple Nzonzi, ils ont j'imagine des ostéos eux dans leur club respectif. Alors pourquoi est-ce qu'ils font la démarche eux de voir quelqu'un d'indépendant au club? Comment ça se fait? Alors déjà dans un club, il faut savoir qu'ils sont au moins 20-25 joueurs. Des fois il y a 1-2 kinés max. Un ostéopathe qui vient une fois une fois par semaine, des fois 2, c'est rare. Et donc il a peu de temps. Donc il fait le rapide. Et il n'a pas non plus cette démarche on va dire que j'ai peaufiné au fil des années, où vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son historique. S'il s'est fracturé la jambe il y a longtemps, comme certains joueurs qui se blessent constamment, s'ils ont eu des opérations, s'ils ont des cicatrices, tout ça, qui peuvent jouer un rôle sur la blessure et sur les futures blessures. Moi, mon objectif, c'est que mon joueur, je le vois le moins possible, et qu'il puisse être le plus performant possible, et qu'on puisse travailler plus sur de la performance qu'à chaque fois travailler sur la blessure en elle-même. Et justement, à quelle fréquence est-ce que tu dois voir le joueur? Est-ce que ça dépend de la blessure ou Ça dépend de s'il a pris un énorme tacle ou s'il a vraiment eu un problème, une grosse chute. Ça, on va essayer de faire un petit peu dans l'urgence. Sinon, l'idéal, c'est pendant sa pause, donc soit à la fin de la saison, soit avant qu'il reparte, au moins une séance. Ce qui est pas mal, c'est à la trêve. Ça, c'est un truc pas mal aussi. Puis après, on essaie de gérer s'il y a la Ligue des Champions, s'il y a des Coupes d'Afrique, des trucs comme ça, où on essaie de faire en amont pour vraiment être en forme sur l'événement. Et est-ce qu'à chaque fois que tu as un patient, est-ce que tu décèles toujours un problème, un déséquilibre? On a tous des déséquilibres. On a tous des plus ou moins gros problèmes, mais il y a toujours des trucs à travailler. Donc s'il n'y a pas de gros problèmes, on va travailler la performance. Donc on peut aller travailler des petits muscles qui sont un peu contractés, qui sont un peu enfouis en profondeur, qui ne sont pas à 100%. Donc tout ça, ça va faire que le joueur se sent encore plus libre et se sent encore mieux. Et quand on est sur un terrain sans aucune douleur ou tension, on ne pense pas à sa cheville qui tire ou son adducteur qui est pincé. On va frapper au but, on va pas se poser de questions, on va courir, on va défendre à fond. On n'aura pas ce petit moment cette petite seconde d'attention parce qu'on a un petit truc. Là, on est à fond dans le truc, on est focus sur le match. Et du coup, tu as travaillé avec beaucoup de footballeurs. Quelles sont les blessures les plus fréquentes que tu vois chez ces footballeurs professionnels? Il y a pas mal de pubalgie. Ça, je sais que j'en traite pas mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une pubalgie? Donc, pubalgie, c'est juste savoir que c'est une inflammation du pubis. Ça, c'est le terme pubalgie. Après, voilà, c'est très vague, hein. On dit pubalgie pour tout, alors que ça peut être une inflammation du muscle du psoas, alors qu'ils disent que ça peut être les adducteurs, ça peut être les abdos, ça peut être un peu de tout, donc c'est un peu global. Mais en gros, c'est des douleurs quand à la course, au niveau de l'aine, souvent dans la région adducteur. On a notamment Dani Alves, donc c'est un petit peu différent j'imagine, mais qui s'est fait une rupture du ligament croisé. Est-ce que ce genre de blessure-là, on peut diminuer le risque de cette blessure par des séances d'ostéopathie fréquentes ou axées sur un muscle ou un os en particulier, une région en particulier? Dans ma logique, on a un ligament croisé parce que sur un mouvement, il y a un muscle qui ne joue pas son rôle en fait. Et la plupart du temps, ce rôle-là, il ne marche pas parce qu'il y a un déséquilibre du dos. Donc en checkant le dos régulièrement, on peut détendre les muscles un peu à des régions différentes, comme par exemple dans le genou. Et ça évitera sur un faux mouvement que le genou se dérobe et craque. Et donc après, si c'est un énorme tacle, c'est encore différent, mais juste quand on fait un faux mouvement et que ça craque, ça pour moi, ça doit se travailler en amont pour pas qu'il y ait de risque comme ça.
Et donc là, sur ce cas-là, ce serait une négligence du club, parce que justement, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de travail. Il faudrait savoir si les joueurs sont checkés au niveau ostéopathique toutes les semaines, ou c'est tous les 15 jours, ou c'est que quand le joueur le demande, parce qu'on n'est pas obligé de sentir ce décalage, quoi. Tout le monde a un petit déséquilibre. Après, il y a un gros rôle aussi sur le stress. Est-ce que dans les clubs aussi, on travaille sur la prépa mentale? Est-ce qu'il y a de la sophrologie, tout ça? Souvent, c'est vraiment laissé comme ça. Mais voilà, il faut travailler après tout, quoi. Quand il y a des pressions, quand il y a des fins de contrat, alors là, on est très tendu. Si en plus, on a une région qui est fragile, qui est bloquée, on va augmenter le risque de blessure qui est énorme, quoi. Donc ça explique parfois le recours à des ostéo-indépendants pour vraiment s'occuper voilà. Moi, je travaille aussi sur le stress, beaucoup sur le stress, et j'essaie de conseiller après le joueur à travailler un petit peu sur, pas de la méditation, mais plus de la respiration un peu le soir ou avant les grands matchs pour pouvoir essayer de se détendre. On verra que sur les gros matchs, il y a énormément de blessures, et souvent la semaine d'avant, quoi. Au PSG, c'est classique, hein. Et Thiago Silva et compagnie, ils se blessent tout le temps avant la Ligue des Champions, c'est tout le temps, hein. Pourtant, ils sont souvent laissés hors pot, quoi, mais il y a toujours des petits pépins musculaires à cette période-là, quand c'est une période un peu critique au niveau du stress, quoi. Et si on reprend, on en parlait tout à l'heure, le cas de Verratti, qui lui a été blessé, donc n'a pas pu jouer pendant un peu plus d'un mois. Est-ce que c'est normal pour le type de blessure qu'il a eu d'être dispensé de match ou d'entraînement aussi longtemps? Ou est-ce que ça a un rapport avec un mode de vie? Comment ça se fait? Moi, j'y crois pas trop, hein. Le coup de fumer une cigarette, ça crée des blessures. Il y en a qui font... J'ai connu des joueurs qui sortaient tout le temps, qui fumaient beaucoup, qui buvaient beaucoup, ils n'avaient pas de blessure. Donc si c'était vraiment un cas, ça n'aide pas. C'est pareil, si on dort pas bien, si on est stressé, ça va avec. Dans le cas de Verratti, déjà, 2 ou 3 opérations dans la région du pubis. Moi, je fais pas opérer mes joueurs sur la pubalgie, donc ça c'est un autre problème, mais on a laissé lui, je crois, très longtemps des douleurs, et à un moment ils n'ont pas compris, ils n'ont pas trouvé la solution, ils ont dit on opère. On le voit sur son cas, ça marche pas, parce que on parle de joueur comme un excellent joueur qui allait exploser tout. C'est un super joueur, mais alors j'entends à la radio, ouais, il a plus envie, il sort trop, il fait trop la fête, il progresse plus. On ne peut pas progresser quand on se fait opérer 3 fois et qu'on a des douleurs tout le temps, et je suis sûr qu'il a encore des douleurs. Il n'a plus d'accélération, on le voit accrocher les maillots à chaque accélération, il fait que des passes, ok, mais il n'arrive pas à donner le 100%, on le voit. Bah, moi en tout cas je le vois. Donc pour ma part, je pense que ce joueur il est à 60% de ce qu'il peut faire. Et donc ça n'a rien à voir finalement avec l'hygiène de vie, c'est plus lié à l'opération que... Non. Puis je pense si on creuse bien, on peut lui demander. Je pense que ça commence à sacrément l'énerver d'avoir tout le temps un truc. Que ça soit les pubalgies, ça peut être l'entorse à la cheville, ça peut être un pépin. Il y aura tous les trucs maintenant. Depuis qu'il s'est fait opérer en plus 2 fois, il y a des adhérences qui se sont créées, il y a des déséquilibres sur tout le corps. Donc ça sera un joueur maintenant qui va devenir fragile, alors qu'à la base c'était juste un problème de déséquilibre du dos avec une tension dans les adducteurs qui aurait dû être soigné autrement pour moi. Pour ma logique. Hein, donc là, si je comprends bien, là, toutes les opérations qui ont été faites sur lui... Ça soulage sur un moment, mais ça crée un autre problème. Mais ça aura un impact sur le reste de sa carrière. Si on ne travaille pas pourquoi maintenant l'opération crée des déséquilibres. D'accord. Est-ce qu'ils ont retravaillé bien les cicatrices? Est-ce qu'ils ont cette logique-là? Vu les cas que j'ai eu avec mes joueurs, tous ceux qui ont eu des cicatrices au niveau de la pubalgie, il y a eu gros problèmes derrière. Ok, alors finalement, puisque tu me dis que finalement le fait qu'ils fument ou qu'ils boivent, ça n'a pas d'impact, quel est l'impact de l'hygiène de vie sur le rétablissement et sur la prévention des blessures chez les sportifs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de fumer leur chicha avant un match? Bah, s'ils ont besoin de fumer un peu leur chicha avant un match, si là, ça le détend, s'ils se sentent mieux, s'ils arrivent à faire un bon match derrière, pourquoi leur supprimer leur truc alors que ça va les énerver, ça va les tendre, ils vont pas être comme dans leur cocon, on va dire. C'est sûr, si on picole comme un trou et qu'on fume 3 paquets de clopes, ça va pas le faire, mais il y a des champions du monde qui expliquaient qu'ils fumaient leurs cigarettes 2 à 5 par jour, ça les a jamais empêchés de faire une grande carrière, et il y en a qui vont manger bio toute leur vie, ils vont se blesser tout le temps, hein. Donc là-dessus, c'est pas une évidence, quoi. Okay.
C'est sûr que si on dort 4 heures par nuit, on sort tous les soirs et on fume, ça va pas le faire. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça va augmenter un risque de blessure, mais si à la base on est solide, ça devrait pas changer plus que ça. Okay. Non, mais c'est bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'a priori sur ça. On va toujours rejeter la faute sur le joueur, ouais. Et non sur le staff ou sur la personne qui le soigne. Moi, quand j'ai un joueur qui se blesse, c'est ma faute pour moi. J'ai raté quelque chose, ou il s'est passé un truc qu'on n'a pas vu, et que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou il y a eu quelque chose qui doit faire que... Il y a quelque chose qui s'est passé entre ma séance et son match, où c'est moi qui ai raté quelque chose. C'est pas... le hasard de la blessure, c'est très rare quand même. À part s'il y a des tacles assassins, mais... Quelqu'un qui se déchire l'ischio, pour moi, ça peut se prévoir, quoi. Ok. Et par exemple, si on prend le cas Pastore, au PSG, les 2 premières saisons, il a joué quasiment 70 matchs, entre 60 et 70. Et après, blessure à répétition, notamment au mollet. Comment ça se fait qu'un joueur comme ça, qui est quand même pris en charge, se blesse aussi souvent? C'est toujours pareil, c'est quelle est l'origine du problème? Et est-ce que travailler le mollet avec des électrodes et des massages, est-ce que c'est ça la solution? Sur une première fois peut-être, quand ça fait 5-6 fois, il faut chercher ailleurs. C'est forcément autre part. Et c'est pas forcément l'hygiène, c'est pas forcément le joueur qui respecte pas les consignes ou quoi, il y a quelque chose d'autre. Donc ça peut être une fibrose qui s'est créée sur le muscle à force d'être blessé plusieurs fois dessus. Donc ça c'est pareil, c'est des techniques un peu différentes pour enlever ça. Ça se fera pas avec des massages, donc c'est des trucs qu'il faut vraiment travailler. Et après c'est du diagnostic, c'est de la recherche, mais il y a quand même forcément quelque chose qui fait que pour ce joueur, il se blesse à répétition. Et parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui a un petit peu interpellé, c'est que c'est vraiment arrivé d'un coup. En fait, il a joué parfaitement, était en pleine forme de saison, et on a l'impression que du jour au lendemain, c'était blessure à répétition. Ça a été chronique. Mais il y a eu un facteur qui s'est créé. Alors après, ça c'est à voir avec le joueur. Mais il y a eu quelque chose. À mon avis, il y a aussi pas mal de stress, parce que ça c'est pareil, le mollet c'est une zone de stress au niveau des blessures, donc ça doit jouer aussi. Ça, plus une petite faiblesse sur la hanche, au niveau de la tension qui crée la hanche. En fait, quand elle est bloquée, ça crée une tension sur le mollet, donc ça joue aussi forcément. Et puis il y a toutes les séquelles qu'on ne verra pas à l'échographie ou à l'IRM, de tout ce que c'est tissu qui se colle après une blessure, qui s'irrite quand on joue dessus, et qui à force, quand on met vraiment de l'intensité, peut craquer ou peut créer une douleur, même des fois sans lésion.